Bonjour à tous, ici donc Jérémy Gauthier, je viens vous faire une petite vidéo concernant ma ville communiste, Grasset, enfin mon village d'ailleurs. Et dans mes précédentes vidéos, j'avais déjà mentionné que ça me permettait d'être dans un petit village communiste, me permettait d'étudier de près cette structure, cette idéologie, cette vision de l'économie. Et c'est vu que tout est macro ici, ça nous permet de vraiment d'étudier en profondeur le fonctionnement de ce système idéologique. Et donc j'ai un cas d'école, un cas vraiment d'étude que j'ai vraiment pris plaisir à étudier, c'est la boucherie de Grasset. La boucherie, c'est l'ancienne boucherie La Chevaline. Déjà, quand vous vous baladez dans mon village, vous devez avoir déjà, je sais plus, peut-être deux structures maintenant, des bâtiments abandonnés où on voit des anciennes enseignes de boucherie. Et il y en avait une troisième qui était vraiment au centre du village, en face de la mairie, un bâtiment complètement pourri, abandonné, qui faisait un peu tâche finalement dans ce que voulait insuffler le marketing de la mairie, parce qu'il faut savoir que ma mairie, à 1500 habitants, a une agence marketing avec elle. Incroyable, mais si. Et je vous donne même pas les coûts, que ça nous occasionne en tant que contribuable. Et vous d'ailleurs, parce que évidemment, c'est au travers des subventions, au travers des dotations, et les dotations c'est aussi vous. Étant donné que ma ville produit très peu de richesse, c'est les villes qui produisent la richesse, donc vous, qui payez. Voilà, pour notre agence marketing. Ok. Bon bref, donc évidemment ça ne collait pas du tout à l'image marketing de la ville. Vous voyez, en face de la mairie, ils ont retapé tout le centre-ville et tout, mais finalement la réalité économique n'était toujours pas là. Si vous voulez, on ne peut pas. Enfin bon. Et donc notre mairie, communiste, est vraiment. Et là, on va étudier un cas d'école, c'est-à-dire à chaque fois l'État et finalement vraiment ceux qui souhaitent centraliser l'action économique au travers des organismes publics. Donc vraiment les organismes de centralisation qui faussent le marché, on les voit en pleine action, et là, voilà mon cas d'école, la boucherie. Donc la boucherie a été fermée, nanana. Donc à mon avis, ils ont préempté le truc. Ou alors ils l'ont racheté, en tout cas ça leur appartient, parce que c'est eux qui touchent les loyers. Donc, alors pourquoi déjà étudions un petit peu la préemption, c'est quoi? Ou quand une mairie rachète un bien immobilier, c'est quoi? C'est qu'en fait, par exemple, dans les centres-villes, par exemple, si vous vouliez acheter un bien à, je sais pas, à 200 000 euros, et ben vous avez la mairie qui peut préempter le bien directement sur l'acheteur. Elle peut le racheter par exemple à 180 000, 170 000 suivant ce que vous voulez. Et elle va avoir gain de cause en général, sinon ça va directement au tribunal et vous pouvez faire une procédure judiciaire. Mais il faut savoir que normalement la mairie, suivant leur PLU, là, le plan d'urbanisation, là, ils peuvent, le plan local d'urbanisme, excusez-moi, ils peuvent demander à préempter certains biens, donc surtout en centre-ville, et donc ça permet par exemple à certaines mairies communistes, alors peut-être pas dans ma ville, mais dans d'autres villes, par exemple on peut citer des villes du 93, où carrément ça leur permet de maintenir les loyers bas. Et donc en fait ils préemptent tout, ces gens là préemptent tout, et alors c'est vraiment une atteinte à la liberté fondamentale, c'est à dire que le vendeur, si je vends un bien immobilier, la mairie est en droit de préempter mon bien. Comment dire, et de l'avoir à un prix plus bas qu'un vendeur, par exemple, quelqu'un qui aurait voulu le vendre à 200 000, ils peuvent essayer de le faire descendre à 150 000, et ils peuvent essayer d'avoir gain de cause. Et admettons, même si un particulier voulait me l'acheter 200 000 et que la mairie aussi voulait l'acheter 200 000, le problème c'est que la mairie gagnerait contre le particulier. Et donc ça fausse complètement. Et le problème c'est que, évidemment, et quand une mairie ou un état fait ça, c'est avec votre argent. Donc là, ça pose un énorme souci. À savoir, bon, moi, ma ville ne produit pratiquement rien. Donc évidemment, par contre, nous, tout découle de dotations, de subventions, de tout ça. Donc c'est vous qui payez en fait. Si vous voulez, c'est les villes qui produisent de la richesse qui payent pour nous. Il faut, et ça je le rappelle quand même, c'est très important de le rappeler, hein, parce que les gens pensent que c'est gratuit, que les choses arrivent comme ça dans mon petit village de 1500 habitants qui produit que dalle, et qu'on a des tonnes de dotations, qu'on a des tonnes de subventions et tout le bazar. Mais il faut savoir que déjà ça provient de l'impôt, de la dette, et en plus de l'assouplissement quantitatif, donc de la dilution monétaire. Hein. Il faut quand même, donc le quantitative easing, pratiqué par la BCE. Donc il faut quand même le savoir, quand ils rachètent un bien, c'est très nocif pour l'économie. À chaque bien qui est racheté par une mairie ou par un état, c'est très très nocif à l'économie. Alors en plus après, évidemment, ça leur permet aussi de fausser le marché immobilier, parce que ça leur permet de maintenir les loyers bas. C'est-à-dire qu'en fait, là, et donc le maire s'en vante très bien, hein, sur l'affiche qui est à l'heure actuelle, et donc ma vidéo fait suite à l'affiche finalement qui est là, où finalement le boucher a coulé, et donc, alors pour reprendre un tout petit peu, donc ils ont dû préempter le truc, ou bref, ça leur appartient. Ils ont rénové le truc, je sais plus, ça devait être pour plus de 100 000 euros, hein, si je me trompe pas. Hein. Pour plus de 100 000 euros, ils ont retapé de manière de façade, ils ont retapé finalement la boucherie. Ok, mais
là, on est d'accord, il n'y a pas de réalité économique. C'est-à-dire qu'aucun investisseur privé n'a voulu investir, ni aucune banque, ni personne. Donc la mairie l'a fait avec notre argent, votre argent, l'argent de la dette et l'argent de la dilution monétaire au travers de l'assouplissement quantitatif pratiqué par la Banque Centrale Européenne. C'est très important de le rappeler, c'est quelque chose de très important. Donc c'est la dilution de vos épargnes. Donc ils ont repris ce bien. Donc le marché est complètement faussé. Donc une famille s'est installée et a fait de la boucherie. Mais vu qu'il n'y a pas de réalité économique, que bah, elle a fait faillite. Évidemment qu'elle a fait faillite. Il n'y a pas de réalité économique. Donc, alors là, on y est tous de notre poche. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont rénové, loyer prix coûtant. Mais loyer prix coûtant, c'est-à-dire si ça ne souvient même pas aux charges, eh ben c'est encore nous qui payons. C'est qui paye les rénovations et tout? Mais c'est vous, c'est moi. Enfin, d'ailleurs, c'est surtout vous. Parce que finalement, ma mairie, ma ville ne produit que dalle. Donc finalement, c'est les villes qui sont riches, au travers de l'imposition des citoyens et de tout ça, qui vont reverser via l'État et après via le système de dotation à notre ville. Donc quand je vous parle de toutes ces conneries, c'est vous. C'est vous qui payez. Et vous le payez aussi au travers de la TVA, vous le payez au travers de l'augmentation des taxes sur l'essence, vous le payez au travers de l'augmentation des taxes sur l'électricité. Ne croyez pas que même si vous ne payez pas d'impôts, vous en payez quand même. Personne n'échappe à l'impôt. Et au travers de la dilution monétaire et tout, au travers même de... Enfin bon bref, laissez tomber. Bref, cette famille a coulé. D'accord? Et en fait, donc, la mairie, qui elle a investi, enfin qui a investi au travers de notre argent à nous, s'est chargée de retrouver un nouveau boucher qui est arrivé. Il a aussi coulé. Et donc là, ce boucher, donc à chaque fois, vous voyez, les gens, ils restent 1 an, 2 ans, le temps que ils se mettent dedans, ils soient dans le rouge, et puis après, ils se déclarent en faillite. Mais il n'y a pas de réalité économique. Et c'est bien là. Et c'est là le cas d'école, où le communisme ne marche pas, et ne marchera jamais. Et d'ailleurs, le keynésianisme aussi, parce que finalement, c'est aussi une politique keynésienne, c'est-à-dire un État central qui dirige. C'est-à-dire une mairie centrale qui dirige. Mais si vous voulez, c'est toujours, enfin, c'est un problème de centralisation, finalement, des décisions au niveau de la politique publique. Là. Donc le marché est complètement faussé. Donc évidemment, 1 an, 2 ans, et les gars, ils coulent. Donc, et là, donc, on voit le maire qui a mis une affiche sur la façade de la boucherie, qui dit qu'il a tout fait, il a fait des conseils marketing avec l'agence marketing à mon avis, qui lui ont fait le loyer à prix coûtant, mais prix coûtant, bah alors c'est nous qui payons. Donc c'est-à-dire, oui, mais c'est ça le problème, c'est que, et même quand vous voyez, même dans la ville de Vierzon d'à côté, quand ils font vous voyez le centre-ville là, enfin je sais pas, dans des rues là, la rue Joffre ou je sais pas quoi, où ils font aussi des loyers très très bas, nanana. Mais à savoir, c'est qu'en fait, le commerce ne marche pas, il n'y a aucune réalité économique, et donc en fait, c'est la population vierzonnaise, et à savoir, étant donné qu'elle aussi, cette population, finalement, produit très peu de richesses, ce sont des villes beaucoup plus riches, on va dire une grande ville comme Bordeaux, comme Toulouse, qui va produire énormément de richesses, et cette population-là va, au travers de l'impôt, redispatcher à ces villes-là, et en fait pour maintenir des commerces fictifs. C'est-à-dire qu'en fait ces commerces n'ont aucune réalité économique, le marché est complètement faussé par l'injection de liquidités publiques. Et donc, et si vous voulez, et c'est ça, et c'est là où on en vient, ou pourquoi le communisme ne marche pas et ne marchera jamais, c'est qu'en fait, enfin ça marche, si vous voulez, donc ça marche, le communisme marche à partir du moment où il y a des gens plus riches à côté qu'on peut ponctionner. À partir du moment où il n'y a plus personne à ponctionner, c'est la faillite. Ok, c'est le défaut de paiement. Direct. Ok. Donc là, évidemment, encore ces structures comme Vierzon, comme Grasset peuvent survivre au travers même des communautés de communes, mais bon, et tout ça, parce que vous avez finalement des régions à côté qui, elles, produisent beaucoup de richesses. Et donc, nous, on arrive, enfin nous, façon de parler, mais ma ville et autres arrivent à gratter tonnes de subventions, de dotations, nanana, et c'est parti. Voilà. Mais en soi, le problème, c'est que même ces commerces n'ont aucune réalité économique. Ils ne sont pas, si vous voulez, en plus, et le pire c'est que ça fait une concurrence déloyale. Ça fait une concurrence déloyale parce que ces gens finalement n'ont pas les mêmes charges que les autres. Vous voyez? Pourquoi certains devraient payer un loyer et d'autres ont un loyer à 0? Parce qu'il faudrait redynamiser une rue. Mais si l'acte d'achat, parce qu'ils en oublient l'acte d'achat du consommateur, c'est ça la décision finale. Si les actes d'achat n'y étaient pas, ça veut dire que les commerces sont fermés parce qu'il n'y avait pas d'acte d'achat. Donc finalement, il y a une décentralisation naturelle. Et on y vient. La décentralisation des centres-villes. C'est très important d'en parler. Ils sont tous en train d'essayer d'injecter, et voilà, et c'est aussi, on touche le fond du problème.
ils essayent d'injecter, et là c'est tous, hein, gauche, enfin gauche communiste, droite communiste, communiste rouge, communiste front de gauche, bref, c'est tous les mêmes si vous voulez. Ils essayent absolument de faire des subventions pour maintenir les centres-villes en état. Mais finalement, au travers de l'acte d'achat des populations, on voit que ça commence, il y a un désir de la population, au travers des actes d'achat, de se décentraliser. Les gens ne veulent plus vivre en centre-ville, les gens ne veulent plus acheter en centre-ville, ils ne veulent plus se balader en centre-ville, ils en veulent plus. Donc, à partir de là, au lieu de forcer de mettre de l'argent public dans quelque chose qui n'existe plus, si vous voulez, le marché n'est plus là, il n'y a plus de marché en centre-ville. Les gens veulent de la décentralisation, d'accord ? Que ça soit au niveau du pouvoir, que ça soit au niveau des commerces. Les gens veulent des structures décentralisées, d'accord? Alors c'est compliqué, alors il y a vraiment de grands changements structurels qui sont en train de s'opérer, que ce soit dans le commerce, dans la politique ou ce que vous voulez, et il faut s'y mettre. Mais je pense, maintenant, quelle est la solution? Parce qu'on va me dire, ouais, toi tu fais que râler, blablabla. Quelle est la centralisation? Quelle est un lapsus, il faudrait demander à Freud. Quelle serait la solution pour moi? Il faut arrêter de vouloir combattre l'économie, enfin le marché. Le marché, ce sont des individus. C'est moi, c'est vous, c'est eux, c'est tout le monde. Nous sommes le marché. Le marché a décidé au travers de ses actes d'achat qu'ils ne veulent plus aller en centre-ville. Donc, accompagnons ce mouvement naturel et décentralisons le centre-ville. D'accord? C'est ça. Une ville qui va réussir, c'est une ville qui décentralise. C'est-à-dire qu'en fait, non, le centre-ville comme vous l'avez connu jadis n'existera plus. Les commerces vont changer, la structure des commerces vont changer, les gens préfèrent la périphérie, voilà, les choses ont changé, nos méthodes d'achat, nos méthodes de relation, nos méthodes relationnelles, excusez-moi, ont changé grâce à l'internet, surtout grâce à l'internet d'ailleurs, c'est toujours grâce aux moyens de télécommunication. Et de cette révolution des télécommunications est en train de s'opérer des révolutions finalement politiques, des révolutions sociales à grande échelle. Et là, en fait, le gros problème, c'est que les gens tentent coûte que coûte, parce que, évidemment, la mairie, l'État, ne vivent que de la centralisation. Ces gens-là, leur pouvoir, ils savent très bien, il faut concentrer. Donc, ces gens-là sont foncièrement, finalement, ces gens de pouvoir, sont contre la décentralisation, parce que ça leur fait perdre leur pouvoir. Si il n'y a plus que la mairie qui est toute seule, et au final, il n'y a plus personne qui passe devant la mairie, il y a plus, vous voyez, ils sont tout seuls. Et finalement, et on en vient, donc il y a un changement politique qui va bientôt s'opérer, et qui est déjà en train de s'opérer au travers de divers outils technologiques, mais la population tend vers une décentralisation. Voilà, c'est très important ce mot, et je pense que ce mot sera un des mots principaux du 21e siècle et du 22e siècle. Il y a vraiment de grosses transformations structurelles qui sont en train de s'opérer. Voilà, donc pour revenir à ce cas d'école, parce qu'il ne faut pas trop que je me perde, pour revenir à ce cas d'école, on voit bien finalement avec le boucher, et donc là, sur le truc du boucher, qu'est-ce qu'il racontait? Qui cherche encore un nouveau boucher? Mais combien de faillites devra-t-il y avoir au sein de cette même structure? À croire que finalement c'est du bétail, quoi. L'entrepreneur c'est du bétail, on trouve un entrepreneur, on lui fait miroiter, tout va bien, blablabla, mais il n'y a pas de client, il n'y a pas d'acte d'achat, et qui plus est quand même. Non mais, imaginez-vous, non mais comment a-t-on pu rénover une boucherie, sachant que il y a un Carrefour Contact, ou Carrefour je sais pas quoi là, il y a déjà une boucherie dans un village de 1500 habitants, qui a déjà une boucherie avec toute la viande nécessaire. Il y a le marché, où il y a un, voire deux bouchers. Vous avez aussi un marchand ambulant de viande, qui passe depuis X années, le dimanche. Donc je crois que ça s'appelle aussi la Chevaline, je crois. Et vous mettez encore un autre boucher. Sachant que je crois même la supérette à côté coupe du jambon. Et vous voulez mettre encore un boucher. Et voyez, là on en vient encore. Pourquoi le communisme ne marche pas, le keynésianisme ne marchera jamais? Hein, parce que finalement, c'est des politiques communistes keynésiennes, quoi. On va appeler ça au travers de la centralisation des actions. Mais pourquoi ça ne marche pas? Parce que... j'ai perdu le fil, merde, désolé. Oui, non... Oui, voilà, excusez, non, c'est bon, je l'ai retrouvé. Pourquoi tout cela ne marche pas? Parce que finalement, la mairie, quand elle fait cet acte, elle n'a pas de risque de perte en capital. Le maire, pourquoi l'investisseur privé ne va pas faire ça? Parce qu'il ne va pas rénover, parce que la rénovation va coûter 125 000 €, hein, à peu près. On va dire ça comme ça. Mais il va le perdre, ce capital. Il faut un retour sur investissement.
Donc le mec, c'est son capital. Son capital, il l'a eu durement. Il l'a pas volé. Il l'a pas eu au travers de l'impôt. Il l'a pas, vous voyez, c'est pas au travers d'une fiche d'imposition qu'il a eu son truc. Lui, le mec a travaillé dur. En travaillant dur, il y a un risque de perte réelle en capital. Donc, le risque de perte réelle en capital, personnel, ça nous pousse à prendre des décisions sages. Vous voyez, parce que sinon, c'est la famille qui bouffe plus derrière. Quand l'État, quand les mairies, quand les maires prennent des décisions, finalement, ce n'est pas leur capital. Lui, là, si les boucheries ferment, si ça fait la deuxième boucherie qui a fait faillite, qu'ils en cherchent encore une troisième, pourquoi ils s'entêtent? Parce que c'est pas leur capital. De toute façon, il y a des coûts récurrents, mais les coûts récurrents, c'est la population qui les paye. Finalement, tous les déficits sont pris à la charge, finalement, soit de la population au travers de l'impôt, de la dette, de l'assouplissement quantitatif, ou alors c'est pris en charge directement par l'entrepreneur lui-même qui fait faillite et qui se met dans une merde pas possible. Mais le maire, le président, le conseiller de région, eux, n'ont pas de perte en capital. Si vous voulez, ils n'ont aucune responsabilité dans cette perte vous voyez, ils vont toucher leur retraite, tranquille. Vous voyez, comme si de rien n'était. Mais, de toute façon, je suis pas pour ces systèmes centralisés. Mais au pire, même si quelqu'un devait être pour ces systèmes centralisés, eux, quand ils font une action comme ça, si ça s'écroulait, si ça coûtait vraiment des sous, ils devraient être, ils devraient devoir perdre de l'argent, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, si vraiment la structure a fait faillite, que ça a vraiment coûté de l'argent à la population et tout, on devrait leur en prendre une partie sur leur épargne. Bien sûr. Ça les responsabiliserait. Le problème, c'est que vous avez des tonnes d'actions, comme ces toilettes à 70 000 ou je sais pas quoi, vous avez des tas d'actions, finalement, où c'est un coût, mais vu qu'il n'y a pas de responsabilité de perte en capital réel aux personnes qui prennent ces décisions, ils s'en foutent. Qu'est-ce qu'il en a à foutre que finalement il fait un investissement foireux? Il en a rien à foutre, le gars, évidemment. Il n'a pas de risque de perte en capital. Et c'est pour ça qu'un capitaliste, et c'est pour ça qu'une banque, et c'est rigolo parce que regardez, une banque, elle va être sévère sur ses choix. Vous voyez ce que je veux dire? Après, vous en avez qui sont plus souples, qui veulent du rendement, les hedge funds et tout. Vous avez des particuliers, mais on a tous un risque de perte réelle en capital, donc on est tous plutôt stricts. On lit des livres, vraiment on se renseigne, on essaye de faire les choses bien. Le problème, c'est que l'État ne fait pas ça. Et pour supplanter ça, étant donné que nous, on veut pas prendre trop... Enfin, c'est pas qu'on veut pas prendre de risques, mais on est responsable, parce que derrière, il y a des familles à nourrir. Le problème, c'est que vous avez des États et tout ça, qui, eux, par exemple, vont vous faire une banque publique d'investissement. C'est-à-dire là où nous, on ne veut pas se mettre, eh ben, l'État va y aller. Mais parce que lui, finalement, n'a pas de risque de perte en capital. Enfin, c'est nous. Et vu que cet argent finalement nous est pris de force, parce que si je ne paye pas mes impôts, si je ne paye pas mes taxes, on me prendra ma maison de force, et par la force et le flingue, on me volera. Donc c'est facile pour ces gens finalement, au travers de la spoliation, d'investir. Enfin c'est même pas d'investir, parce qu'on investit dans de l'actif, ces gens-là investissent dans du passif. Donc vous comprendrez qui pourra. Monsieur Kiyosaki, venez-moi en aide. Voilà. Mais voilà, donc il est plutôt... je voulais... Et donc, cette boucherie, finalement, me permet d'étudier, de faire une étude de cas, finalement, sur le communisme, et finalement, et c'est pour ça qu'ils sont à peu près tous communistes keynésiens, parce que et on va dire, oui, mais tu mélanges tout. Non, je mélange pas du tout. Non, il y a le libéralisme, il y a le libertarianisme, et il y a les autres. D'accord? Parce que il y a, si vous voulez, et on pourrait même parler là du président argentin. Vous dites que c'est un mec, un libéral qui a coulé l'Argentine, mais qu'est-ce que vous racontez? Mais vous êtes complètement cinglé ou quoi? Vous croyez qu'un vrai libéral, ou voire même un vrai libertarien, il aurait endetté, au travers il aurait augmenté la dépense publique et il se serait endetté sur les marchés comme ça? Mais vous rigolez ou quoi? Un vrai libéral, il aurait coupé les dépenses publiques, il aurait réduit vraiment la taille de l'État, et il n'aurait pas emprunté du tout. Au contraire, il aurait essayé de réduire les emprunts au maximum. Parce que la puissance publique n'a pas à emprunter et n'a pas à, finalement, à intervenir dans toutes les sphères de la société. Alors arrêtez de dire que le président, l'ancien président de l'Argentine, c'était un libéral, c'est complètement faux. Il avait une vision socialiste communiste comme les autres, et il empruntait pour essayer de faire grossir son État, parce qu'il a jamais essayé finalement de graisser l'État, ce mec-là.
Il a jamais, vous voyez, alors arrêtez un petit peu, comprenez bien, quelqu'un de libéral dans la politique, ou le libertarien, ou un libertarien, bon un libertarien c'est encore plus à côté, mais on va parler des libéraux, quelqu'un a une politique libérale, c'est avant tout une présence très réduite de l'État. Comme le libertarianisme, comme le minarchisme et tout, ça, et tout le bazar. C'est une présence très réduite, c'est-à-dire réduire au minimum la friction entre la population et l'État. C'est ça le libéralisme. Hein, et laisser faire l'économie. Et voyez, si par exemple on avait laissé faire... Et maintenant on repart dans mon étude de cas. Si on avait laissé faire l'économie, aucun boucher ne se serait installé. D'accord ? Et ça aurait été très bien comme ça, parce que de toute façon, on voit bien qu'au travers des actes d'achat, vu qu'ils ont fait faillite, les gens n'en voulaient pas. Il n'y avait pas assez d'acheteurs. Le mec ne pouvait pas vivre de son métier. Donc la population finalement n'en voulait pas. Et l'a mentionné au travers de ses actes d'achat. Et c'est ça la main invisible d'Adam Smith. Vous pouvez pas. L'État pense qu'il peut tout faire. Vu que là, il a l'argent à volonté, lui, il vole l'argent finalement. Hein, c'est la spoliation, c'est la confiscation du travail d'autrui. Donc lui, il peut investir partout. Il s'en fout. Mais ça ne marche pas. Voilà. Et on voit très bien au travers de ce cas, donc de ces boucheries, que de tenter de fausser le marché et comment dire et de forcer le marché, ça ne mène à rien. Parce qu'avec le libéralisme, s'il n'y avait pas eu ça, bah finalement c'était juste, alors il n'y aurait pas eu de boucherie, ça serait toujours un truc désuet, mais n'empêche, ça aurait été naturel. Personne n'aurait voulu se placer, personne ne s'est placé, et ça aurait coûté moins cher à l'État. Et de toute façon, les gens auraient acheté leur viande ailleurs. Vous voyez? Et finalement, mais alors, et pourquoi cette boucherie? Pour faire joli? Pour faire joli, parce que faut essayer de rénover le centre-ville, nanana, mais là on repart dans le principe de centralisation. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez, c'est de la mégalomanie, c'est quoi? C'est du narcissisme. Alors je veux une belle ville en face de ma petite mairie, blablabla, mais vous voyez, et comprenez que finalement, et c'est pour ça, ces politiques finalement de droite, de gauche, de communistes, de tout ça, endettent le pays, parce que ces gens veulent fausser le marché. Mais quand vous voulez fausser le marché, évidemment, il faut de l'argent public, il faut emprunter, il faut spolier. Vous voyez ce que je veux dire? Et en général, spolier pour quelque chose, parce que si quelque chose de toute façon était rentable et aurait dû se mettre, ici serait mis de manière naturelle. Vous comprenez? Et donc le libéralisme tend à réduire les coûts de l'État, parce qu'il n'intervient pas. Le libéralisme, c'est avant tout laisser faire, laisser aller. Le libéralisme, c'est quoi? Je n'interviens pas. Je laisse mon narcissisme, je laisse mon ego, je n'interviens pas. Par exemple, j'aurais été maire de ce petit village de Grasset, je n'interviens nulle part. C'est-à-dire, il y a, bon, allez, on va dire, certains trucs administratifs, pourquoi pas, qui relèvent vraiment de l'étatisme qu'on n'a pas pu encore privatiser. Mais vous allez là, moi je suis maire, je vais à la pêche, d'accord? Ça ne me regarde pas, vous faites ce que vous voulez, le mec veut faire son mur, il fait ce qu'il veut, si ça s'écroule c'est pour lui, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas, j'ai pas à intervenir, les commerces ils ferment, ils viennent, voilà, la revente par exemple, si j'avais été un maire libéral de ma ville, ce que de toute façon je ne serais pas, mais moi, tous les commerces là qui ont été préemptés par la mairie, je revends tout. Tout ça, c'est pas du ressort de la mairie. Tout l'immobilier, tout ça, c'est revendu. J'en veux pas. Laissez ça à la sphère privée. Les commerces, tout ça, dégagez. La réduction du personnel. On s'occupe de juste vraiment du régalien et encore des choses qu'on n'aurait pas pu privatiser. Et d'ailleurs, et même si j'avais essayé d'être maire, hein, ce que j'aurais fait, j'aurais essayé de privatiser certains trucs, c'est-à-dire que certaines tâches qui étaient incombées à la mairie, même de la part de l'État, j'aurais essayé de trouver un système de privatisation, que ce soit des entreprises privées qui fassent les choses. Et finalement, à la fin, j'accepte en tant que maire de ne plus servir à rien, parce que après avoir tout privatisé, après avoir... il n'y a plus besoin d'un maire, il y a une structure, les gens arrivent à interopérer entre eux, et c'est ça la finalité du libéralisme. C'est-à-dire le narcissisme, l'ego, le chef, ouais je suis le chef, blabla, mon cul sur la commode, il n'y a plus personne, il y a un système décentralisé point à point avec des personnes qui interopèrent entre elles, des organismes privés qui sont soumis à concurrence, des organismes privés qui sont finalement et qui sont comment dire, voilà, qui sont notés de manière qui pourraient être notés par tous les habitants et voilà, et un système naturel, vous voyez, mais sans centralisation, avec pour finalité la destruction de la mairie.
Hein, ce bâtiment n'a plus lieu d'être en fait. Voilà. Plus de mairie, plus rien. Et juste un système décentralisé, point à point, même basé sur une blockchain ou ce que vous voulez, histoire d'avoir une bonne traçabilité, des interactions et des transactions et finalement des interdépendances, et c'est fini. Vous voyez. Donc finalement, c'est vouloir être chef pour ne plus être chef. Finalement, laisser redonner la liberté aux gens au travers de la décentralisation. Voilà ce que ça aurait été un maire libéral. Et vous comprenez bien, là maintenant, qu'il n'y a aucun maire libéral en France. Je vous souhaite une excellente journée.